Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de cette playlist conte, je vais vous raconter une nouvelle histoire assez extraordinaire aussi et toujours vraie qui se déroulait en Ariège au XIXe siècle dans le massif de la grotte de Niaux et de ses prolongements bien sûr, et qui concernait des bandits d'un côté qui terrorisaient le pays et la réaction de l'autorité de police et d'ordre, le préfet notamment, et l'armée. Et c'est un épisode assez extraordinaire, qui sort vraiment de l'ordinaire, comme vous allez le voir, et que je vais vous raconter en 4 vidéos pas trop longues. Voilà, à peu près d'une dizaine de minutes. Cela s'appelle, puisque c'est moi qui ai romancé et qui ai écrit ce conte sur un fond historique, je l'ai intitulé Les baïonnettes de Lombrive. Lombrive, c'est le nom du lieu de la grotte qui est en cause. Alors donc, je commence. Si vous passez dans le département de l'Ariège, dans le canton de Tarascon-sur-Ariège, allez faire un tour à Ussat-les-Bains. Comme son nom l'indique, ou en porte-trace, il y a là depuis des temps reculés, depuis peut-être les Romains vraisemblablement, des thermes que d'illustres personnages ont fréquentés, et notamment le poète Lamartine. Au-dessus d'Ussat se trouve un massif montagneux, le massif de la Saoudière. Ce massif recèle en son sein un immense réseau de grottes, de cavernes, dont la célèbre grotte de Niaux, dont vous avez peut-être entendu parler, où l'on voit le salon noir, c'est-à-dire une salle terminale au bout d'une galerie dans laquelle se trouvent des peintures rupestres en noir. Il y a aussi la grotte de Lombrive qui est à proximité. Cette dernière a toujours fait l'objet d'une exploitation humaine ou surhumaine. La légende raconte qu'il y avait là des géants, de ces géants des Pyrénées qui reviennent souvent dans les contes du massif pyrénéen, puisque même chez les Basques, il y a aussi ces géants des montagnes. La preuve en était qu'on trouve dans cette grotte d'anciens ossements en quantité et de belle taille, si bien que pendant des siècles, les gens du pays s'y sont approvisionnés en phosphate, non sans quelque crainte de remuer les vestiges de ces êtres surhumains. Je n'approfondis pas plus la question. En raison de son grand développement, la grotte de Lombrive a servi de refuge aussi aux persécutés, comme les cathares, ou plus tard les calvinistes. Mais elle a aussi abrité des gens peu recommandables, des brigands. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les brigands, il subsiste une expression en français, les brigands de grand chemin. Cela fait référence à une ordonnance du roi Louis XIV pour la répression de cette catégorie de bandits. Parce qu'il y avait des grands chemins royaux et des petits chemins et d'autres classifications. Bon, et c'est ici que commence notre conte, dont la trame historique résulte, peu est véridique, bien sûr, peut être sur certains points remise en question,
ou en caution, mais que la légende confirme depuis presque 2 siècles. Pas tout à fait. Décrivons donc d'abord les lieux du drame pour que vous compreniez bien, car c'est un véritable drame qu'il s'agit. Il existe donc dans cette grotte une salle dont l'immensité est à l'origine de son nom et que l'on a toujours appelée la cathédrale. C'est pour dire si les voûtes sont élevées. On peut y accéder par deux passages. Le premier se nomme le pas du crime. Il est droit, long, ça va jouer un rôle ça, et permet d'accéder en bas de la cathédrale. Le second donne d'abord accès à une salle des brigands, le nom s'est conservé, laquelle permet d'arriver alors là par le haut de la cathédrale. Voilà ces deux accès. Ces appellations véridiques sont un début de preuve de l'authenticité de notre récit. Alors donc, sous le gouvernement du premier consul Bonaparte, les guerres victorieuses de la République avaient soulevé un enthousiasme certain. Valmy, etc. Il existait toutefois des réfractaires, dont certains, pour échapper à la puissante administration du consul, se cachaient, se terraient, et le mot est très juste, s'enterraient, où ils enterraient leur mauvaise vie, à l'abri notamment des grottes. C'était le cas d'une troupe de brigands qui terrorisait la région de Tarascon, sur Ariège. Le soir de préférence, à la nuit tombée, le noir facilite le crime. Ils allaient rançonner les commerçants, ou bien ils attendaient le retour des paysans du marché hebdomadaire, où ceux-là étaient allés vendre leurs produits et les détrousser de leurs besaces. Ce climat d'insécurité prenait de telles proportions, car il s'accompagnait non seulement de vols, mais parfois d'assassinats, que les gens du pays n'osaient plus sortir le soir. Si la nuit tombait, ils se barricadaient chez eux rapidement. Alors me dirait-on, que faisait donc le puissant premier consul et précisément sa police? Pour répondre à cette question, rentrons le 12 avril 1802, à pas discret, dans le bureau du commissaire principal de police Dupuy, fraîchement nommé au chef-lieu de Foix, dans le cadre de la nouvelle réforme de la police du consul. Le commissaire principal de police Dupuy. Le commissaire Dupuy est un vieil ariégeois de souche, et avant ce poste, il était à Paris sous le contrôle direct de Fouché, et grand expert des indicateurs et autres mouchards. La consigne était: les yeux du premier consul doivent être partout. Il tortilla sa fine moustache en écoutant attentivement son interlocuteur avec attention et respect. En face de lui, assis sur le fauteuil vert, monsieur le préfet de l'Ariège lui parle justement de l'affaire. L'affaire. Mon cher Dupuy, et le ton se veut à la fois solennel et chaleureux, car monsieur le préfet se méfie un peu de ce suppôt de Fouché qui fait des fiches sur tout le monde, et peut-être sur le préfet aussi.
Mon cher Dupuis, je n'ai pas besoin d'insister sur les faits. La population de Tarascon et celle du SAT sont excédées de la terreur que sème une bande de brigands. Je dirais, dit le préfet, je dirais même que cette population est terrorisée. Terrorisée. Cela ne peut plus durer, et j'aimerais connaître votre plan pour y remédier. Les fines moustaches du commissaire se relèvent en même temps qu'il exprime un sourire léger et poliment désapprobateur. Monsieur le préfet, je viens d'être nommé voici 2 semaines à peine, et j'ai pris connaissance des dossiers de mon prédécesseur. Le problème est que nous n'avons jamais pu attraper un de ces brigands, et nous ne savons pas où il loge. Le préfet l'interrompit d'un ton moins enjôleur. Vous savez que ce département est fortement estimé par le premier consul pour la fidélité et la robustesse de ses hommes dans les batailles. Oui, c'est vrai que Napoléon avait dit des Ariégeois que l'Ariège produit du fer et des hommes. Sous-entendu, bien sûr, des hommes de fer. Bon. Napoléon en avait vu du monde. Mais qu'en même temps, il s'y cache des têtes particulièrement rétives. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la tradition cathare de cette terre. Et puis, là le préfet plissa les yeux avec une expression flatteuse. Et vous, messieurs le commissaire, rôdez aux techniques permettant de trouver les personnes en quelque lieu qu'elles soient. Ne me dites pas qu'en 2 ou 3 semaines, vous n'aurez pas réglé la question. Les fines moustaches du commissaire se tendraient presque à l'horizontale devant la tension qui agite ses neurones. Monsieur le préfet, mes techniques sont liées à la ville, mais ici on est en pleine montagne ou campagne. Que ces brigands opèrent de surcroît, il n'y a guère que des bois touffus, de forêts épaisses en ce pays qui puissent servir de repère. D'autre part, il est impensable que quelques habitants cachent une pareille bande. Ce n'est pas possible. Et là, Dupuis promène son regard par la fenêtre, où le printemps vient de faire éclater un bouquet blanc de fleurs de cerisier en contrebas du château fort des anciens comtes de Foix. Il semble rêver un instant, un court instant. Mais son poing vient de frapper son bureau, de noyer d'un éclat sonore. Monsieur le préfet, il ne sera pas dit que moi, Dupuis, je n'aurais pas réglé cette affaire en peu de temps. De son fauteuil vert, le préfet se lève, satisfait, et passe sa main sur l'épaule du commissaire. J'étais sûr, monsieur le principal, que vous me diriez cela. Vous avez ma confiance. Et les pleins pouvoirs aussi. Et s'il faut remuer tout le pays, au besoin, assurez-vous de la troupe, précisément la 79e demi-brigade, sous les ordres du colonel de Beaumont. Et sur ces mots-là, monsieur le préfet quitta la salle du commissariat. Voici donc le début de ce conte qui dresse le cadre
et les principaux acteurs, à l'exception des brigands bien sûr, voilà, de cette affaire des baïonnettes de Lombrive. Dans une deuxième vidéo, nous allons voir si le commissaire Dupuis remplit sa mission. Il va la remplir, je vous le dis tout de suite. Et bien, sauf jusqu'à un impondérable, qu'il ne pourrait pas prévoir. C'est ce que nous verrons plus tard. Ce faisant, je vous dis au revoir à toutes et à tous, et à la suite de ce conte des baïonnettes de Lombrive. Ce sera le numéro 2. Au revoir à toutes et à tous.